Aujourd'hui, on va accueillir pour notre interview frontale Georges Kuzmanovic qui est avec nous aujourd'hui. C'est parti, l'interview frontale. Frontière, la matinale. Bonjour. L'interview frontale. Georges Kuzmanovic, vous êtes président du mouvement République Souveraine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que vous êtes avec nous, c'est toujours un plaisir. Bonjour. Aujourd'hui, messieurs, on va rentrer directement dans un sujet, c'est les conflits qui se multiplient dans le monde. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, s'interroge sur le rôle de la France à l'international. On écoute tout de suite. Il y a un brouillage de la parole et de l'action de la France. Que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur l'Orient, que ce soit sur les grands enjeux de la planète, on ne connaît pas bien, pas précisément les contours de la diplomatie française. Bonjour Georges Kuzmanovic, est-ce que vous partagez la parole de l'ancien Premier ministre qui affirme que la parole de la France n'est pas claire à l'international, par exemple sur un conflit comme la Russie et l'Ukraine? Oui, bien sûr. Et puis le discours de M. Villepin est très châtié, très diplomatique en l'occurrence, mais Emmanuel Macron et les 7 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée auront totalement sabordé la diplomatie française. J'en ai pour preuve que celui qui fut son conseiller, M. Gérard Araud, que connaît très bien M. Dominique de Villepin, un de nos très grands ambassadeurs, n'en peut plus d'Emmanuel Macron, car Emmanuel Macron a formellement sabordé le corps diplomatique français, qui était le 2e mondial au moment où il est arrivé au pouvoir en 2017. Et puis on voit bien, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, que tous ceux qui étaient atlantistes, en l'occurrence Emmanuel Macron, se retrouvent un peu comme des poulets sans tête à courir en rond, puisqu'ils ont sabordé la diplomatie française, c'est-à-dire les intérêts français exclusivement par rapport aux intérêts de la République et de la nation française et du peuple français, pour servir les intérêts des États-Unis. Que ce soit dans la guerre en Ukraine, que ce soit en Afrique en abordant nos positions, et que ce soit dans la manière dont a été construite l'Union européenne ces 7 dernières années. Vous pensez donc que, par exemple, l'investiture de Donald Trump, c'est une mauvaise chose pour la France? Il va être encore plus offensif vis-à-vis de nos intérêts et que nous, on va encore plus se soumettre? Ah mais je crois que Donald Trump, malgré son côté troll et tout à fait amusant, servira les intérêts américains, il l'a toujours dit. Il veut faire Make America Great Again, pas Make France Great Again. Et si ça consiste, s'il a besoin de se servir de la France comme d'un paillasson, il le fera. C'est pour ça que je suis un peu étonné qu'on voit des représentants français politiques à l'investiture de Donald Trump. Je pense spécifiquement à Éric Zemmour et à Mme Sarah Knafo. Parce que il me semblait qu'il défendait une certaine forme de souveraineté française, et là c'est de souverainisme en carton, parce que le comportement déjà de Donald Trump montre qu'il ne considère pas la France, qu'il la méprise. C'est pas le seul pays qui méprise dans l'Union européenne. Globalement, il méprise l'Union européenne. Mais c'est le cas pour la France. Et c'est un peu étonnant d'aller à cette investiture. Mais il justifie cette position comme une façon pour l'Europe et les Français de se responsabiliser aujourd'hui. C'est-à-dire que Donald Trump est une fenêtre d'opportunité pour justement dire que l'Amérique ne nous protégera pas toujours et qu'il va falloir par rapport à quoi ? Par exemple sur les questions militaires et autres, que Donald Trump ne voudra pas mettre autant d'argent et qu'aujourd'hui il est temps pour la France de retrouver justement une forme de responsabilité, qu'on n'aura pas toujours le parapluie américain, puisque Donald Trump... On parle bien de la France, là. De la France, oui. La France. Pourquoi ? Le pays qui a des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Bien Une des rares nations au monde capables de déployer des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et de détruire totalement un pays comme la Russie, la Chine, si le besoin s'en faisait sentir. Nous n'avons pas, grâce à Dieu, et grâce au général de Gaulle surtout, depuis le général de Gaulle, le besoin d'aucun parapluie. Nous ne sommes pas la Pologne, nous ne sommes pas l'Allemagne, nous ne sommes pas l'Italie, nous sommes la France. Mais factuellement, on l'a aujourd'hui. On a un parapluie américain. Oui, on s'est otanisé, on a perdu notre industrie. Nous n'avons pas besoin. Non, nous fabriquons au propre nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, nos armes nucléaires. Nous sommes les seuls à le faire. Les Britanniques, eux, ont des systèmes de tir à double clé et de toute façon, leur nucléaire, ils le doivent aux États-Unis. Nous, on le doit à nous-mêmes. Donc, nous n'avons, en tant que Français, absolument aucun besoin de parapluie nucléaire. Exemple, et si l'Union européenne avait été construite différemment... Aujourd'hui, on ne peut pas se passer des Américains sur les questions de renseignement, que ce soit sur ce qu'on fait au Sahel, ce qu'on fait au Moyen-Orient. On est obligé de passer par les Américains. Donc là, on a un certain parapluie américain sur les questions de renseignement. C'est bien notre faute.
Tout à fait, mais c'est justement, c'est aussi la dynamique de ces politiques qui vont se rendre là-bas, de dire que enfin on a quelqu'un qui va jouer franc jeu avec nous et qui va dire responsabilisez-vous. Donc c'est une fenêtre d'opportunité pour la France. Nous sommes déjà responsables. La seule responsabilité qu'on doit avoir, c'est faire comme le général de Gaulle, ne pas accepter la domination américaine sur notre politique intérieure. Et cela veut dire que on a un gros problème parce que la moitié de ceux qui sont au pouvoir depuis maintenant plus de 30 ans, sont passés par différentes officines atlantistes, la plus célèbre étant la French American Foundation, comme M. Emmanuel Macron, comme François Hollande, comme la moitié de leurs ministres, ou l'Atlantic Council, le German Fund, enfin, toute une série de think tanks qui inféodent nos élites politiques aux États-Unis. Et le problème, si nous n'avons pas de renseignements, par exemple en Afrique, regardez François Hollande, par exemple. François Hollande et son gouvernement, à l'époque où était Emmanuel Macron, ont bloqué très fortement la production de drones français, de renseignements. On avait Safran et Dassault qui étaient sur cette production et on leur a préféré des drones américains Mahle et Reaper. Ce qui est fantastique dans ces contrats, quand on les lit, c'est que ce sont les États-Unis qui donnent l'autorisation, après achat, de l'usage de ces drones. Donc on n'en a pas l'usage propre. Et quand le renseignement est acquis par ces drones, il est d'abord envoyé au Pentagone. Donc vous voyez l'état de dépendance dans lequel on est. C'est encore pire pour d'autres pays où les États-Unis, contre nos intérêts, et Donald Trump fera de même, imposeront du matériel militaire américain. Je pense spécifiquement au F-35, mais ce n'est pas les seuls. On a vu l'affaire des sous-marins et il y en aura d'autres. Vous savez peut-être que le F-35 ne vole pas, sont incapables de décoller s'il n'y a pas l'autorisation du Pentagone. Donc ça donne encore le niveau supplémentaire d'inféodation d'un certain nombre de pays qui, eux, ont choisi ce genre de matériel américain. Parce que vous critiquez une Sarah Knafo, mais vous tenez exactement le même discours qu'elle. Moi, je ne suis pas à Washington. Ce qu'elle va faire avec Donald Trump. Elle tient le même discours que vous, justement, à Washington. C'est ça qui est intéressant. Vous la critiquez, mais vous tenez le même discours. Oui, mais sauf qu'elle est à Washington. Elle, de facto, elle soutient Donald Trump. Alors, je comprends qu'il plaise. Elle est très de droite, et je suis pas très de droite du tout. Et Donald Trump lui plaît parce que il est de droite conservatrice dure et qu'il est très anti-migrant. Bon, mais sur les questions géopolitiques internationales, très anti-migrants illégaux aussi. Oui, si vous voulez, illégaux. Mais sur les questions géopolitiques internationales qui devraient être la première question sur laquelle se penche tout futur éventuel dirigeant qui se projette comme dirigeant de la France, c'est de défendre d'abord les intérêts de la France. Et la moins bonne idée est d'aller faire allégeance à tel ou tel chef de l'Empire américain, car Donald Trump continuera la politique d'une autre manière. On n'a pas d'intérêt commun avec les États-Unis. Par exemple, la question de la Chine. Qu'est-ce qu'on a comme intérêt commun ? Énormément d'intérêts communs avec les États-Unis. Sur le point de vue géopolitique. On a des intérêts historiques, on a des intérêts familiaux, on a des intérêts amoureux, on a des intérêts économiques, on a des intérêts de partage scientifique. Je vous parle du problème géopolitique, d'inféodation. Sur la géopolitique, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme intérêt commun par rapport à certains pays, la Chine ? Parce que c'est la je vois pas quel intérêt commun on a avec. C'est-à-dire de voir la Chine comme aujourd'hui le principal adversaire géopolitique d'un Occident. Je vois pas en quoi la Chine est l'adversaire géopolitique de l'Occident. La Chine pose problème aux pays occidentaux et en particulier à la France parce que les dirigeants que nous avons eus ces 30 dernières années, encore une fois, ont choisi de délocaliser. Personne ne les a forcés. Aucun Chinois n'est venu, aucune armée chinoise nous a imposé cela, de délocaliser pour maximiser les revenus de quelques-uns, de délocaliser nos usines, nos compétences et nos savoir-faire en Chine. C'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation assez désagréable où en 1981, nous sortions le TGV et maintenant ce sont des trains chinois qui sont les plus rapides. Il y aura de même pour la téléphonie, pour toute une série d'industries et on en a à voir qu'à nous-mêmes. Mais je ne suis pas au courant que la Chine menace un quelconque intérêt français. Intérêt économique, si. On leur a donné des intérêts d'influence géopolitique. La Chine a des menaces pour nous. Elle a complètement aujourd'hui. La Chine a combien de bases militaires dans le monde ? Je ne sais pas, c'est facile. Dont une de Djibouti. Les États-Unis combien ? 800. D'accord, mais la Chine menace quoi exactement en France ? Sur les intérêts français aujourd'hui en Afrique, oui, la Chine en fait a pris le pouvoir à certains endroits par rapport à la France.
La Chine a fait ce que malheureusement elle a fait une la politique France... culturelle avec les instituts Confucius, elle a gagné du terrain Oui, par mais c'est rapport pas à une menace pour la rapport à la France. Elle a gagné du terrain non mais on peut pas le dire. Toute cette lutte culturelle, elle existe. Mais je veux dire, elle est pas mal ou mauvaise, mais elle existe. Oui, mais c'est normal pour la Chine. De la même manière qu'il est normal que la France construise des instituts français de par le monde, ou l'Allemagne des instituts. Mais vous pouvez pas nier alors qu'il y a quand même une rivalité. Mais c'est pas une offensive contre la France. Non, mais il y a un affrontement réel qui existe et c'est normal. Il est normal si on est pragmatique. Il y a un affrontement, mais en tout cas par rapport à la Chine et spécifiquement sur le cas africain, absolument pas. Absolument pas. Vous la voyez comme un allié, comme quelque chose de... Pas plus qu'un allié qu'un autre, mais comme un pays avec qui on a des relations... Elle ne vole pas de savoir-faire français, il n'y a pas de guerre économique, elle prend pas justement tous nos savoir-faire, elle n'a pas copié. Vous êtes têtu. Ben non, mais vous aussi. Mais oui, mais quand j'étais plusieurs fois au Salon du Bourget, en particulier avec les dirigeants de ADS puis d'Airbus. Quand on leur demande qu'est-ce que font, est-ce que vous êtes attaqués par les Chinois et les Russes, ils nous disent mais oui, bien sûr. Les Chinois et les Russes nous attaquent. Vous attaquent, ça essaie de nous voler de la technologie. C'est de bonne guerre. J'imagine que nos services font de même. Mais notre problème, ce sont les États-Unis. Les 3/4 du pillage technologique, c'est les États-Unis qui nous le font. Naturellement, bien sûr, mais il faut les voir comme des ennemis sur ça. Oui, mais il faut accepter de voir des ennemis partout. Il faut accepter que les États-Unis peuvent être des ennemis sur certains dossiers, et la Chine aussi. Eh bien exactement, c'est ce que je vous dis. La Chine n'a rien d'un adversaire géopolitique. Si vous posez la question d'adversaire géopolitique... Par exemple, la Nouvelle-Calédonie. Sur la question de la Nouvelle-Calédonie, la Chine n'est pas un adversaire géopolitique de la France. Sur la Nouvelle-Calédonie, la France pourrait être un adversaire géopolitique. Bon, mais c'est plutôt les Américains qui mènent la danse. Et la Chine basculera. Elle a financé depuis des années. Prendra le contrôle de la Nouvelle-Calédonie si la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante. Mais dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, comme dans le cas des pays africains, le problème premier vient de l'abandon de la France de ses intérêts sur ces zones et du développement. Il n'y a pas eu d'offensive massive, c'est plutôt naturellement et profite de nos faiblesses que nous nous sommes infligés à nous-mêmes pour s'infiltrer. Que voulez-vous ? On a un autre extrait sonore à vous faire écouter pour réagir. On le sait, la France se retire de nombreux pays africains, une influence en berne sur le continent. Mais pour l'ancien ministre des Affaires étrangères, il faut prendre ce retrait avec philosophie. On écoute tout de suite. Un cycle historique se termine, mais on était venu à la demande des pays africains. Ils disent qu'ils n'ont plus besoin de nous. On verra comment ça va tourner. Comment ils vont se dépatouiller de Wagner et compagnie, vous voyez. Mais on ne va pas rester s'ils ne le demandent plus, en fait. Donc il faut raisonner en termes de présence, d'influence, d'échange, de partenariat avec l'Afrique. Je suis pour relativiser, dédramatiser et remettre en perspective historique. Et je pense que là, il y aura beaucoup de choses entre la France et l'Afrique dans l'avenir. Parce que la France a intérêt aujourd'hui à se mettre dans une situation plutôt de pompier, c'est-à-dire de retrait et de dire le jour où vous aurez besoin de nous, on reviendra, mais pour l'instant, on vous laisse gérer vos affaires avec la Russie. Et je crois que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il se fait que nous sommes dégagés d'Afrique par les Africains. Là, récemment, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, est allé au Tchad, avec qui nous avons des accords militaires depuis 1958, avec une des bases principales à N'Djamena, quelques heures après son départ, ce qui montre la nullité de la diplomatie macroniste. Ces accords historiques étaient dénoncés. De la même manière au Sénégal et dans d'autres pays avant. Le Sénégal et le Tchad, ce sont les plus récents. Encore une fois, l'activité ou la non-activité des Russes est à peu près nulle dans le fait que nous nous fassions chasser. Ou plutôt, elle n'est pas nulle, mais elle est indirecte. Il se fait que les BRICS se développent. Et pour avoir couvert le sommet de Kazan des BRICS, j'y ai beaucoup parlé avec les délégations africaines, qui sont partenaires, ou pas encore partenaires, mais qui le souhaitent, des BRICS. Et ce qui revient à chaque fois, c'est nous voulons du respect, et nous voulons qu'on respecte notre souveraineté. Donc respect et souveraineté, qu'ils ne trouvent pas avec les pays occidentaux en général, et spécifiquement à la France. Donc il ne faut pas s'étonner que d'autres qui respectent cela... Et les BRICS ne les respectent pas non plus. J'ai discuté il y a la Russie ne la respecte pas, la Chine ne la respecte pas, ils ne respectent pas les souverainetés non plus, ils font aussi de l'ingérence. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas que tout le monde fait de l'ingérence ? Mais bien sûr, mais évidemment qu'ils font de l'ingérence. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils vont simplement dire que simplement les Occidentaux en font ? Monsieur Védrine a l'air de sous-entendre que c'est une offensive encore une fois russe, alors que les Russes profitent de notre faiblesse. Mais il est évident,
mais ça c'est Ah, évident. ouais. Mais ce qu'il faut, c'est reconnaître que tout le monde fait de l'ingérence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le camp occidental qui dit que seulement la Russie et la Chine en font, et de l'autre côté le camp des BRICS qui dit que seulement l'Occident en fait. Il faut reconnaître que tout le monde en fait et vivons comme ça là. Oui, bien sûr, sauf que dans les années 80, 90 et 2000, les pays africains spécifiquement ont subi des politiques de réajustement structurel avec à la clé des prêts occidentaux par le FMI et la Banque mondiale et des reconsidérations de leurs dettes. Et À alors peu près ce qu'on a fait en Grèce, et ça a été une forme de néocolonialisme absolument abominable, qui a conduit en ils ont général accepté. à l'affaiblissement Je veux dire, oui, voilà, ils ont accepté. des satrapes locaux qui ont des gros cantons suisses sont acceptés. Et souvent ceux qui proposaient autre chose, comme par exemple, Thomas Sankara en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ont été éliminés. Et malheureusement, avec l'aide de nos services. Donc là, on a un souci. Et maintenant, le système de financement des BRICS par la nouvelle banque de développement qui se trouve à Shanghai est totalement différent. Et n'implique pas de politique d'adaptation démocratique, de comportement, qui était exigé par les pays africains. Il y a plus de 2 ans, je parlais avec le ministre du budget de Guinée, et il me disait, oui, évidemment, je lui ai posé la question que vous posez. Est-ce que vous ne craignez pas l'impérialisme russe et chinois? Il m'a dit, bien évidemment, les Russes et les Chinois ne viennent pas ici pour nous faire des bisous. Mais les Russes et les Chinois viennent avec des projets de business, de co-développement. Et ils sont clairs dans ce qu'ils veulent. Ils nous disent, on veut tant de pourcentage de cette route commerciale, de ce port, de cette mine. Et puis on négocie. On n'a pas non plus les meilleures armes pour négocier face de tels mastodontes, mais on négocie. Vous, les Occidentaux, vous venez nous expliquer d'abord comment on doit gouverner, comment on doit faire mieux la démocratie, comment on doit mieux respecter les droits de l'homme. Et maintenant, vous venez nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire dans nos lits avec nos femmes et qu'est-ce qu'on doit faire avec l'éducation de nos enfants. Mais en fait, vous avez des objectifs commerciaux dans la tête que vous ne dites jamais. Et c'est l'image qu'on a laissée. Alors peut-être qu'elle est fausse, mais je l'ai tellement rencontré avec mes interlocuteurs en Afrique, et en particulier en Afrique de l'Ouest, que quelque part, on a dû un peu rater le coche. Et oui, il y aura une étape, comme le dit M. Védrine, que vous avez passée, qui sera une étape de recul de la France, qui est concrètement le cas en Afrique. On verra comment les autres se débrouilleront. Bien sûr. C'est pas sûr qu'ils se débrouilleront aussi bien. C'est justement cette position du Et à ce pompier moment-là, qui est peut-être intéressante. que nous réfléchirons à la manière dont on aborde ces États, et peut-être que nous proposerons quelque chose d'autre avec une diplomatie française, en particulier africaine, reconstituée. Maintenant qu'elle a été totalement détruite par nos dirigeants des 30 dernières années, en particulier Emmanuel Macron. Mais voilà, c'est cette position du pompier qui est la plus opportune, parce qu'on est resté... Et pourquoi pompier? Parce que justement, c'est de dire qu'en fait, nous reviendrons le jour où vous aurez besoin de nous. Oui, mais c'est justement ce qu'il faut dire. Par contre, je on sais va pas arrêter... ce que vous ferez dans la vie. Si un jour vous rentrez d'une manière où vous approchez la question diplomatique, mais si vous avez, en tant que Français, en tête l'idée d'aborder un État africain en disant « nous, Français, allons être là pour être pompiers », mais c'est déjà fini. Non. En fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, vous voulez plus de nous, soit, bien, faites vos affaires avec les Russes et les Chinois, nous attendons, vous reviendrez... Ou les Américains. Parce que vous savez ou les Américains, sont mais là-bas tout à aussi. fait. Mais voilà, mais nous reviendrons. Et alors, Ou les Sud-Africains. Et pourquoi Ou les Indiens. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est justement, on vous laisse faire, et ensuite on reviendra si jamais vous avez besoin. Mais nous, en fait, on perd aussi quand on fait du business avec ces gens-là. Il y a aussi des moments où on perd sur l'aspect migratoire. Les Français se rendent on pas perd bien sur l'aspect compte de ce que ça veut dire, migratoire, mais- on perd sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aspects où on est perdant. Oui, bien sûr. Ça, c'est On clair. est- Les on Français est- se rendent pas compte, mais ça coûtera 5 points de PIB à la France, au final, cette fin de partage et de relations économiques qui était souvent à l'avantage de la France. Et naturellement, mais ça, c'est les enjeux, c'est les intérêts, c'est la réelle politique. Et D'accord. je vous assure que si les choses continuent comme elles continuent, avec la puissance de la Chine et de l'Inde qui arrive, parce que l'influence de l'Inde sur la côte est africaine est Donc vous absolument colossale, reconnaissez que ce sont des l'Afrique du Sud. adversaires. Non, Puisque vous m'assurez que... mais ce sont des gens qui... Mais oui, je sais pas si vous... Oui. Non, mais Mais voilà. à ce moment-là, les États-Unis sont des adversaires. Mais évidemment. Ah bon, mais pourquoi ne pas le reconnaître sur tous? Mais moi, je reconnais Mais que c'est- les États-Unis sont des adversaires. Je reconnais que... Et je reconnais, et c'est exactement ce que je dis depuis le début, c'est la position du général de Gaulle. Il n'y a pas, les pays n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Et les intérêts que nous avons dans certaines zones du monde sont en contradiction parfois avec les Américains, parfois avec les Chinois, parfois avec les Russes. Il y a une question qui revient dernièrement, c'est la question algérienne. La question algérienne qui, elle, est
au-delà même de politique néocoloniale, est faite de ressentiments profondément infusés dans la population. Comment est-ce qu'on doit, selon vous, gérer ce dossier algérien ? Est-ce qu'on doit le jouer sur le rapport de force avec l'Algérie, ou est-ce que justement on doit aussi complètement se désengager, ne plus traiter avec l'Algérie, dire que nous n'aurons plus de relations commerciales, nous devons tout arrêter ? Non, tout arrêter est toujours absurde. Ça n'arrive que quand vous êtes en guerre avec Parce que avec un pays. Dès qu'on traite avec eux, le problème c'est qu'on est accusé de néocolonialisme. Par eux. Évidemment. Par le gouvernement, oui. Mais ça n'empêche pas d'avoir de relations commerciales. Les businessmen, en général, s'occupent moins de ce genre de choses et sont contents quand les échanges commerciaux se font. Mais c'est majoritairement avec les Kabyles. Les relations commerciales se font plus avec les Kabyles qu'avec le pouvoir, le gouvernement en place. Les Kabyles font partie de l'Algérie. Bien sûr, mais vous connaissez qu'ils ont une relation commerciale. Ils ont une distance avec le pouvoir politique en place. Vous me parlez des relations commerciales. J'espère qu'elles seront maintenues, qu'elles seront enrichies. Et sur le politique ? Sur le politique, c'est plus compliqué. Sur le politique, il serait temps qu'on commence à avoir une ligne un peu plus ferme. Surtout si, grâce à l'ineptie complète de ce qui a été fait en Syrie, la base militaire de Tartous russe se transfère à 800 km de nos côtes, juste en face en Algérie, ce qui nous pend au nez. Vu que les Algériens... Ça veut dire quoi une politique très longtemps, plus ferme politiquement avec l'Algérie, concrètement ? Ah mais c'est casser certains accords qu'on a avec l'Algérie si l'Algérie continue à s'opposer aux intérêts français. Par exemple ? Les accords qu'on a pu avoir sur les partenariats, les échanges de population entre la France et l'Algérie, sur des avantages que qu'a l'Algérie avec la France. Il y a d'autres leviers de pression, malheureusement, puisque l'Union européenne telle qu'elle existe toujours, par le biais de l'Union européenne, on peut faire pression par nos amis italiens, qui eux s'entendent très très bien avec le régime algérien, et pour cause, puisqu'ils reçoivent la plus grande partie du gaz algérien. Maintenant, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, lui, a choisi le conflit sans le mener jusqu'au bout, puisque une des principales causes de la situation avec l'Algérie, c'est la reconnaissance unilatérale, contre l'avis d'ailleurs de l'ONU, du fait que le Sahara occidental est marocain. Et ça, vous comprenez que si vous mettez du point de vue d'Alger, c'est pas une déclaration de guerre, c'est une déclaration de mise en conflit. Sur ça, je pense pas que ce soit une déclaration de guerre. Il faut faire très attention aux mots, je pense, sur cette question-là. D'autant qu'on a quelqu'un comme Boualem Sansal qui est emprisonné aujourd'hui et qui... je fais partie du comité de libération de Boualem Sansal. Je pense faire très attention sur ces mots-là. Mais ce n'est pas une déclaration de guerre, mais c'est une déclaration de conflit. Si vous êtes à Alger, vous pouvez considérer que c'est absurde de leur part, mais il faut toujours prendre en compte ce que votre partenaire, votre adversaire considère comme étant une ligne rouge. Si vous voulez absolument que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et que vous ne comprenez pas ce qui est dit depuis 30 ou 40 ans par les Russes et par les géopoliticiens réalistes américains, que cela va conduire à la guerre parce que c'est une ligne rouge et que c'est existentiel pour la Russie de ne pas avoir de base de l'OTAN en Ukraine, vous ne comprenez rien et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une guerre. De la même manière, qu'aujourd'hui l'Ukraine est envahie. De la même manière pour l'Algérie, cette question du Sahara occidental, vous savez très bien qu'elle est pas existentielle, mais elle est très très forte, et que donc le fait de reconnaître le Sahara occidental comme étant marocain vous met en situation de conflit. Au moins, c'est une mauvaise décision de s'être aligné sur le Maroc par rapport à l'Algérie. Bien sûr. Il fallait. Il y a en dehors de. Après tous les gages qu'on a donnés à l'Algérie, qui n'a absolument pas répondu, on a tort de s'aligner avec le Maroc, qui lui justement montre un intérêt à avoir une coopération avec nous, joue le jeu des OQTF, a des accords aujourd'hui économiques puissants avec la France. On n'a pas intérêt à s'aligner plutôt du côté marocain que du côté algérien. Comment ? Et un peu de drogue aussi. Vous pensez que c'est pour la drogue ? Vous pensez que c'est la drogue qui fait qu'on a dit que c'est... On a un peu de drogue qui nous vient du Maroc, et il n'y a pas que des choses sympathiques qui viennent du Maroc, même si le Maroc vous pensez qu'il y a des choses sympathiques qui nous viennent d'Algérie ? Mais là, le problème était le Sahara occidental. Et le Sahara occidental devait avoir, selon les résolutions de l'ONU, un référendum.
tenu de manière honnête, la France a décidé de s'asseoir sur une résolution de l'ONU. Et donc, la seule chose que je vous dis, c'est que ça, du point de vue d'Alger, ça nous met en conflit. Mais pourquoi pas? Maintenant que ceci est fait, nous sommes dans une situation conflictuelle avec l'Algérie. Si on reprend le début de l'entretien, vous estimiez que Emmanuel Macron n'avait pas de ligne claire. Donc là, nous étions depuis 7 ans, sous le gouvernement Macron, sur une ligne qui n'était pas claire entre l'Algérie et le Maroc, qui sont opposés sur bon nombre de dossiers. Nous avons choisi une ligne claire cette fois-ci, celle du Maroc. Vous ne pouvez pas reprocher non plus tout et son contraire à Emmanuel Macron. Mais on peut avoir des relations positives. Donc sur certains endroits, il faut des lignes non claires, certains endroits, il faut des lignes claires. Mais vous n'êtes pas obligé de reconnaître le Sahara occidental comme marocain. Oui, mais si c'est une condition des Marocains pour avoir une ligne claire, pour avoir une coopération... Non, il y avait déjà une très bonne coopération avant. Oui, mais justement pour l'accentuer, pour montrer que c'est aussi à un moment choisir un camp sur cette question. Et l'Algérie qui nous crache à la figure, qui par exemple remet des paroles anti-françaises dans son hymne. Vous comprenez bien que je suis ni algérien ni représentant du gouvernement algérien. Donc non, mais vous placez plutôt sur un conflit entre le Maroc et l'Algérie. Et en plus, je suis membre du comité de libération de Boualem-Sansal, qui encore une fois est détenu de manière inadmissible et complètement ridicule par le gouvernement algérien. Mais dans le cas des relations diplomatiques entre la France, dans le triangle France-Algérie-Maroc, oui, ce qu'est allé faire Macron à Alger et demander à l'Algérie en même temps, en même temps habituel, en même temps en demandant... en acceptant les conditions du Maroc de reconnaître que le Sahara occidental est marocain, nécessairement entraînera des relations conflictuelles avec l'Algérie. C'est ce que je vous dis. Ouais. Alors, je pense que c'est pas non plus, c'est pas grave d'avoir des mauvaises relations avec l'Algérie aujourd'hui. C'est peut-être une question qui s'impose. Ils ont tout fait de leur côté pour qu'on ait des mauvaises relations. Là où le gouvernement Macron a donné des gages. Le problème se posera s'ils acceptent de mettre une base russe navale géante en face de nos côtes. Ce sera assez agaçant, je pense. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, on pense forcément à Boualem-Sansal qui est toujours emprisonné. On a appris qu'il était malade. Alors, il est très âgé, donc c'est vrai que il a 80 ans, ces conditions aujourd'hui d'emprisonnement sont absolument, je pense, ignobles, au moins au vu de son âge. Et on pense bien à lui. On pense à sa famille et à ses proches. Merci beaucoup, Georges Kuzmanovic, d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir de vous recevoir.